a aujourd'hui des drones qui se trouvent un peu partout. Et c'est en fait l'effort à la fois des Ukrainiens mais aussi des Européens de créer une menace artificielle pour que les Américains restent sur le théâtre européen. Et c'est pour ça que tout d'un coup vous voyez des MiG qui se perdent un peu partout. Merci à vous tous d'être venus. C'est un grand honneur pour moi de pouvoir vous rencontrer. C'est toujours un sujet, la guerre est toujours un sujet difficile à traiter. J'ai travaillé pour les Nations Unies, j'ai habité en Afrique, j'ai été pratiquement tous les conflits africains sous le drapeau des Nations Unies. J'étais en Afghanistan, j'étais un peu partout, toujours sous le drapeau des Nations Unies. Et la guerre que l'on voit un petit peu, que nos autorités semblent voir comme un passe-temps, c'est une réalité qui est tragique. Alors ça semble facile de le dire comme ça, mais c'est quelque chose qui est tragique parce qu'elle nous change intérieurement. Elle nous change dans notre manière de percevoir la vie, de percevoir les gens, de percevoir comment dire, pas seulement les gens, mais leur compréhension, leur vision du monde. Et je pense que j'ai été militaire dans l'armée suisse, enfin dans l'armée suisse tout le monde est militaire et civil puisque c'est une armée, j'ai jamais été militaire professionnel, mais j'étais un citoyen soldat, comme on est dans notre pays, mais j'étais dans des troupes d'élite. Et c'est vrai que quand j'étais plus jeune, on était dans les troupes d'élite, on a le couteau entre les dents, et puis on voit la guerre un peu comme on la voit dans les films. Et j'ai fait toutes les écoles militaires, y compris celle pour devenir général, ce que j'ai refusé. Donc voilà, je suis resté colonel, mais aussi pour avoir des postes plus intéressants qui m'ont permis d'ailleurs d'aller voir des conflits, non pas sous l'angle de celui qui se bat, mais sous l'angle de celui qui essaye de faire la paix. Et faire la paix, ce n'est pas un exercice artificiel quand on est dedans. C'est aussi essayer de comprendre la position des uns et la position des autres, et essayer de voir quels sont les points d'accrochage, l'accrochage au sens positif du terme, où les deux peuvent se rencontrer et trouver un dialogue. Et j'ai fait plusieurs médiations dans des conflits tribaux, des conflits avec des rebelles et des choses comme ça un peu partout, au Congo, au Soudan, en Somalie, etc. Et ça m'a fait comprendre qu'il n'y a pas une vision possible du monde. Il y a autant de visions du monde qu'il y a de gens en réalité, mais aussi qu'il y a de cultures. Et ce que je vois aujourd'hui, puisqu'on n'est pas là pour parler des conflits africains, mais des conflits en Ukraine principalement, c'est l'incapacité des Occidentaux à essayer de comprendre comment fonctionnent, comment les autres, en l'occurrence les Russes, mais pas seulement, parce que le conflit que l'on voit en Ukraine est sans doute le conflit qui aura l'impact géopolitique le plus important, en tout cas dans cette première moitié du XXIe siècle, avec des conséquences qui sont énormes dans tous les domaines, économiques, politiques, stratégiques, etc. Et du coup, les amis de la Russie deviennent nos ennemis, etc. Et on est toujours plus incapable de comprendre ce qui se passe. Mon métier, puisque j'ai aussi été dans le renseignement, et quand je disais que j'étais formé à la CIA, c'est pas complètement une boutade, puisque j'ai été formé dans les services de renseignement américains, dans les services de renseignement britanniques, mais j'étais pendant la guerre froide, à une époque où, assez curieusement, on était plus ouvert à la compréhension de l'autre, et beaucoup plus que maintenant. Et comme je le dis souvent, pendant la guerre froide, on avait plutôt l'idée de se battre contre un système. Le système, on ne voulait pas le système communiste, pour simplifier les choses. Aujourd'hui, quand on lit la presse, quand on voit ce qui se passe, quand on voit les sanctions qui sont appliquées sur même des individus,
on s'aperçoit qu'on n'est pas contre un système, mais on est contre des gens, contre des populations, contre les gens qui sont d'origine russe dans cette salle ne me contrediront sans doute pas, de voir qu'il y a une animosité institutionnelle qui est dirigée contre des individus et non plus contre un système politique. Et ça, c'est une évolution qui me semble extrêmement perverse, parce qu'on finalement fait reporter sur les individus la responsabilité d'État. Et c'est quelque chose qui personnellement me dérange énormément, avec d'autres choses bien sûr, mais celle-là en particulier. Alors j'ai intitulé cet exposé « Vers la paix », parce que, comme l'a dit Irina, c'est vrai qu'on est dans une incertitude, on voit que sur le terrain, et j'en parlerai, la Russie avance, la Russie gagne, enfin, techniquement parlant, l'Ukraine perd des troupes, du terrain, du matériel, j'aurai l'occasion d'en reparler. Et on voit qu'il y a un moment où ça va devoir s'arrêter d'une manière ou d'une autre. Donald Trump, qu'on peut critiquer, a l'avantage peut-être d'avoir eu l'intuition de voir que les choses allaient tourner mal et qu'il voulait quitter le bateau avant le désastre. Et on en reparlera encore, mais je pense que c'est un peu comme ça qu'il faut comprendre sa posture actuelle. Les Européens n'ont pas encore compris ça. Et ils utilisent, d'ailleurs, comme on l'a dit à plusieurs reprises, comme l'ont dit d'ailleurs des politiciens américains, en réalité, les Européens qui, comme je l'expliquerai également, sont dans une phase d'estonisation, j'expliquerai encore ce terme plus tard, voient les Russes comme leurs propres ennemis en quelque sorte. Et c'est extrêmement étrange parce que j'ai toujours dit, je comprends qu'un Ukrainien défende son territoire, quelle que soit ses idées, etc. Je comprends qu'un Ukrainien défende son territoire et si j'étais Ukrainien, je me battrais. Si j'étais Russe, je ferais la même chose. Je défendrais les populations, on va en reparler aussi, et je me battrais, si j'étais Russe, je me battrais comme un Russe. Donc je comprends la posture des uns et des autres. J'ai beaucoup plus de mal à comprendre la posture de ceux qui ne sont pas impliqués dans ce conflit, qui n'ont rien à y voir. Mon pays, la Suisse en particulier d'ailleurs, qui est le deuxième pays qui sanctionne le plus la Russie du monde. Le premier pays étant les États-Unis, le deuxième c'est la Suisse, le troisième c'est le Canada, et ensuite vient l'Union européenne. Pourquoi la Suisse sanctionne la Russie? Pour moi, c'est totalement inexplicable. D'autant plus que j'ai grandi dans cette idée que la Suisse avait une tradition, justement, de médiation, de se mettre entre les acteurs d'un conflit et d'essayer, justement, de faciliter le rapprochement entre eux. Donc on est dans une situation un peu particulière où les Européens qui n'ont rien à voir fondamentalement avec ce conflit font tout pour l'envenimer. Les Américains, qui sont les initiateurs de ce conflit, ont compris qu'il fallait s'en extraire, et c'est ce qu'ils essayent de faire. Et là-dedans, on a les Russes qui continuent d'avancer, qui s'avancent vers une victoire, qu'on pourrait peut-être définir comme décisive, on en reparlera, et les Ukrainiens qui sont là au milieu et qui, je pense, sont un peu les jouets de cette situation. Alors, pour commencer cette histoire, mon intervention, je vais vous montrer cette carte qui a été publiée tout récemment, on ne va pas la détailler, mais elle a été publiée hier ou avant-hier par le ministère de la Défense russe et qui montre les avances de la Russie en Ukraine. Et vous avez effectivement dans cette partie je ne sais pas si on voit mon curseur, non on ne le voit pas mais ça ne fait rien, c'est les parties rouges foncées, on voit les territoires qui ont été gagnés par la Russie depuis le 1er janvier de cette année. Donc on voit que la Russie avance. Est-ce qu'elle avance vite? Est-ce qu'elle avance pas vite? Là, c'est peut-être le premier élément de non-compréhension du conflit. Les Russes ne sont pas là pour prendre du territoire.
Alors évidemment, dans cette démarche, on peut calculer, et vous avez d'ailleurs excusez-moi, je l'ai fait en anglais, mais c'est le rythme d'avance en kilomètres carrés des Russes par mois. Les avances en 2023, les avances en 2024 et les avances en 2025. Et on voit qu'il y a une progression. Les Russes avancent toujours plus vite, ce qui s'explique par le fait que l'armée ukrainienne a été grandement démilitarisée, on en reparlera, et puis que l'armée ukrainienne se dépeuple. Et là aussi, on va en reparler. Là, les chiffres permettent de donner une compréhension un peu occidentale de la guerre, parce que les Occidentaux, qui ont toujours mené des guerres de conquête, d'occupation, etc., voient finalement le territoire ou les kilomètres carrés comme une unité de mesure du succès. Et à l'aune de cette réflexion-là, les gens vous disent « Ah, mais les Russes n'avancent pas assez vite, ils devraient avancer beaucoup plus rapidement ». Si vous regardez les événements, vous vous rappelez qu'au début de l'opération militaire spéciale, les Russes sont avancés jusqu'à Kiev en 3 jours, ou quelques jours. Ils ont avancé pratiquement d'ailleurs sans combattre. Ils sont avancés aussi au sud, dans la région de Kherson, ont franchi le Dniepr très rapidement. Alors, ils ont été capables de le faire en février, pourquoi ne sont-ils pas capables de le faire aujourd'hui? Tout simplement parce que la logique a changé et que leur but n'est pas de prendre du territoire, ils sont capables de prendre plus de territoire plus rapidement, mais ça n'est pas leur objectif. Et c'est important pour comprendre la manière dont il faudra voir la paix. Alors, bien sûr, on peut montrer ces territoires. Ça, c'est d'ailleurs des chiffres qui ont été donnés par la Russie sur le pourcentage des différents oblasts qui sont en possession russe, respectivement en possession ukrainienne à ce jour. On voit effectivement que, grosso modo, dans les oblasts du Sud, on a plus de 70% qui sont en main russe. L'oblast de Lugansk est pratiquement... Ça, c'est des chiffres de fin août. Donc aujourd'hui, pratiquement, l'oblast de Lugansk est pratiquement à 100% en main russe. Et puis on a les oblasts de Sumy et de Kharkov qui sont toujours en main ukrainienne, mais qui ne sont pas l'objectif l'objectif des Russes n'est pas de prendre du territoire. Et ça, c'est la chose qu'il faut retenir. Alors, le problème qu'il y a dans toute notre manière de voir la guerre, c'est qu'on est parti de l'idée que les Russes sont... on a la vision, ou plutôt on essaye de maintenir la vision d'une Russie qui est celle qui a peut-être 20 ou 30 ans. Et rappelez-vous ce que disait Bruno Le Maire le 1er mars 2022, où il disait qu'il allait faire s'effondrer la Russie et que la population russe en souffrirait. D'ailleurs, de nouveau, cette idée que la population russe doit souffrir, c'est quelque chose qui est dans le vocabulaire qu'on n'avait pas du tout dans la guerre froide. Mais toujours est-il que, comme le reconnaissaient déjà les Américains l'année passée, on a sous-estimé la Russie. La Russie est un pays, et l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale d'ailleurs le démontre, qui est un pays qui a des ressources énormes, pas seulement des ressources naturelles, des matières premières, mais qui a des ressources aussi dans le moral des gens qui est considérable. C'est un pays, probablement, d'autres pourront sans doute mieux l'exprimer que moi ici, et je ne veux pas ici prendre des positions qui soient... Mon but n'est pas de dire les choses méchamment, mais c'est un pays plus rustique dans tous les sens du terme, et avec le côté noble de ce que peut être la rusticité, ce qu'on pourrait appeler une saine rusticité, c'est-à-dire des gens qui sont habitués à ce qui est dur, qui sont habitués à retrousser les manches quand il le faut, qui ne sont pas des gens qui ont été, comment dire, affaiblis à la fois intellectuellement, moralement et physiquement même par une société qui, aujourd'hui, particulièrement chez nous, affectionne davantage les faibles que les forts et qui a tendance à faire de la résilience une posture plus philosophique que réelle. Et
Et ça, c'est un trait de caractère des Russes, ils savent quand il le faut. Et on l'a vu en Afghanistan, on l'a vu un peu partout, les Russes sont capables d'ingéniosité, de ténacité, de courage qu'on n'a pas beaucoup, en tout cas à notre époque aujourd'hui, dans les autres armées. Quand on voit, par exemple, vous savez, quand on parle des armées américaines, on a parlé des morts en Afghanistan, en Irak, etc. La réalité, c'est que les Américains ont perdu le plus de soldats, non pas sur les champs de bataille, mais ce sont les gens qui sont retournés qui sont morts. Et il y a des centaines de milliers de morts qui se sont suicidés après être revenus du champ de bataille. Et je dis centaines de milliers. Pas, il y a des statistiques, vous regardez, je ne les lis pas ici parce que je ne pourrais pas parler de ça, mais on pourrait parler de ça. Les vétérans américains se suicident plus que ceux qui sont morts sur les champs de bataille. Donc on a tendance un peu à ignorer. Je pourrais me tromper sur les chiffres, mais sauf erreur, on comptait après la guerre en Irak à peu près 7000 morts par mois des vétérans qui se suicidaient aux États-Unis. Ça, vous n'avez pas ailleurs. On a des sociétés qui ne sont pas faites pour se battre. Voilà, c'est ça. Qui ne sont pas prêtes à ça. Les Russes ont la capacité de se retrousser les manches et de le faire. Et comme le disait Sergei Lavrov récemment, la raison de l'intervention russe en Ukraine, ça n'est pas de prendre du territoire, ça n'est même pas l'OTAN, à vrai dire, c'est pour protéger les populations. Et je vous rappelle que, formellement, c'est l'invocation de la responsabilité de protéger, qui avait d'ailleurs été déjà invoquée par la Russie lors de son intervention en Géorgie, en Ossétie du Sud en 2008, et c'est la même invocation qui a été faite, assortie parce que ce qui s'est passé le 24 février 2022, ça a été, la Russie a fait une coalition avec deux autres armées. De nouveau, on dit toujours les Russes ont attaqué le 24 février, c'est faux. Il y a trois armées qui sont intervenues. L'armée russe au nord et au sud, c'est ces armées qui ont progressé extrêmement rapidement. Et puis deux autres armées au centre, l'armée populaire de Lugansk et l'armée populaire de Donetsk, qui étaient moins bien équipées, qui sont des armées de milices, de volontaires, de gens qui défendaient leur république, qui étaient moins bien équipés. C'est eux qui ont d'ailleurs, dans ces premières semaines du conflit, ont supporté l'essentiel des victimes, et beaucoup d'ailleurs entre guillemets, échecs qu'on attribue à l'armée russe au début de l'opération militaire spéciale étaient en fait les problèmes des deux républiques, des armées, ces deux armées populaires qui étaient beaucoup moins équipées et beaucoup moins sans doute prêtes qui avaient la volonté de se battre. Et d'ailleurs, c'est des gens qui sont battus avec un courage énorme et qui continuent d'ailleurs à se battre parce qu'ils défendent leur république, leur territoire. Ce qui d'ailleurs explique aussi pourquoi il y a si peu de victimes civiles dans ces régions-là, parce que c'est des gens qui se battent sur leur territoire, dans des régions où il y a leur famille, où il y a leurs amis, etc. Et par conséquent, ce n'est pas des gens qui vont faire des massacres et des choses comme ça. Et donc on a trois armées qui se sont mises ensemble pour protéger les populations du Donbass. C'est ça la finalité. Ces trois armées se sont réunies sous l'égide de l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Et donc on a une démarche qui en fait est, contrairement à ce que disent nos médias, qui est à la fois légitime, puisque je vous rappelle que cette légitimité découle du fait que les Occidentaux et les Ukrainiens n'avaient pas voulu respecter les accords de Minsk qui prévoyaient d'ailleurs un règlement du problème dans le Donbass. Ça, c'est la légitimité. Et puis la légalité, qui est le fait que les Russes ont fait une coalition militaire pour empêcher le massacre des populations du Donbass. Alors, je veux vite revenir un peu sur l'historique quand même, parce qu'il est important de comprendre la mécanique de ce qui s'est passé et pourquoi aujourd'hui
la Russie a changé sa stratégie. Comme je vous ai dit tout à l'heure, au début, elle est avancée très rapidement à Kiev et à Kherson. Donc elle est capable d'avancer très rapidement dans la profondeur du territoire ennemi. Et aujourd'hui, elle ne le fait pas. Mais elle a les capacités. Pourquoi ça? Ce n'est pas parce qu'ils sont devenus moins forts. Au contraire, tous les rapports indiquent que l'armée russe s'est renforcée ces 3 dernières années. Donc il y a plus de capacités. Donc il y a une autre explication. Et cette autre explication, il faut la voir dans le déroulement des événements. Donc le 24 février 2022, on a le début de l'opération militaire spéciale. Le lendemain, le 25 février, Zelensky demande à avoir une conférence de paix, parce que Zelensky a compris que l'intensité de l'offensive russe allait conduire à un désastre. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il téléphone au ministre des Affaires étrangères suisse pour qu'il organise une conférence de paix. Le même jour, la Russie accepte le dialogue et accepte d'entamer des négociations, ce qui donne le départ, d'ailleurs, du processus qui s'est déroulé à la frontière bélarusse, dans le petit village de Gomel, ou la ville de Gomel. Mais voilà, l'Union européenne intervient le 27, 2 jours plus tard, et dit « stop ». Et dit aux Ukrainiens, on ne négocie pas avec les Russes, voilà 450 millions d'euros pour acheter des armes, mais on ne négocie pas avec les Russes. Et c'est la raison pour laquelle le processus de Gomel tombe à l'eau à ce moment-là. Mais Zelensky comprend que la situation se complique malgré tout, et le 16 mars, il redemande aux Russes un processus de négociation. Les Russes acceptent de négocier et Zelensky fait des propositions. Parmi ces propositions, il y a le retrait des forces russes du territoire ukrainien en échange de la non-participation de l'Ukraine à l'OTAN et évidemment des statuts séparés pour le Donbass et la Crimée, avec des garanties de sécurité qui sont faites sur le modèle de ce qui avait été fait pour la Suisse en 1815, pour l'Autriche en 1955, c'est-à-dire des grandes puissances qui s'associent, et en l'occurrence dans la proposition de Zelensky en mars 2022, il y avait l'idée de prendre les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, la France, la Grande-Bretagne, la Chine, la Russie, les États-Unis bien sûr, évidemment, merci. Donc c'est les 5 membres qui devenaient les garants et qui apportaient les garanties de sécurité à l'Ukraine. Les Russes étaient d'accord avec cette idée. Et on a commencé à travailler sur un projet d'accord basé sur ces principes-là. Et au moment où les Russes ont dit qu'ils étaient prêts à signer, les Ukrainiens avaient déjà signé l'accord. Les Russes ont même accepté, à la demande de la France et de l'Allemagne, de se retirer de la région de Kiev. Et c'est la raison pour laquelle on a ce retrait. Ce n'est pas parce qu'il y a eu des batailles dans la région de Kiev, que, comme on a dit dans nos médias, que les Ukrainiens ont battu les Russes là-bas. C'est absolument pas ça. Il n'y a pratiquement pas eu de combat aux alentours de Kiev. Enfin, il y en a eu, mais ils étaient de loin pas de la nature de ce qu'on voit aujourd'hui, par exemple à Krasnoarmeysk, etc. Toujours est-il que, donc, en signe de bonne volonté, les Russes se sont retirés de la région de Kiev, d'ailleurs ce qui a donné l'occasion à certaines personnes de créer le problème de Boutcha, et qui a donné le prétexte par la suite à l'Union européenne de demander à Zelensky, à forcer Zelensky à retirer son projet. Et la délégation ukrainienne avait déjà signé l'accord, les Russes étaient prêts à la signer, et Zelensky a dit stop. Donc, deuxième tentative d'accord de paix, réduite à néant par la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne. En août, de nouveau, c'est toutes des choses dont on ne parle pas, parce que, évidemment, ça met en mauvaise lumière les Occidentaux. En août,
lors d'une visite à Kiev, Erdogan propose un sommet entre Zelensky et Poutine. Les Russes se font... Enfin, Vladimir Poutine se fait apparemment un peu forcer la main, mais il accepte. Et le même jour, la Russie accepte l'idée d'un sommet entre Zelensky et Poutine. Là, on a le même scénario. Boris Johnson intervient et dit « stop, il n'y a pas de discussion » et on arrête tous ces problèmes, toutes ces négociations. Et on a le 13 septembre suivant, Ursula von der Leyen, dans son discours sur l'état de l'Union européenne, qui dit qu'il ne doit pas y avoir d'apaisement entre l'Union européenne et entre l'Ukraine et la Russie, et elle dit qu'il ne doit pas y avoir de négociations. Et c'est après ce discours-là que le Conseil de sécurité de l'Ukraine décide, le 30 septembre, d'interdire toute négociation avec la Russie. Donc on a un enchaînement extrêmement régulier. Le décret qui sera signé le 30 septembre entrera en vigueur le 4 octobre 2022. Et c'est ce fameux décret qui aujourd'hui interdit toujours à Zelensky de négocier avec la Russie. Et les Russes, à ce moment-là, comprennent que les Occidentaux s'opposeront à toute solution politique du conflit. Et par conséquent, ils décident de changer de stratégie. Et c'est à ce moment-là qu'on a cette nouvelle stratégie, c'est une stratégie d'attrition qui est très bien expliquée par le général Sourovikine, qui est alors le commandant en chef des forces russes en Ukraine, qui dit « Nous avons une nouvelle stratégie, nous ne recherchons plus de grande vitesse de progression, nous ménageons chacun de nos soldats et nous broyons méthodiquement l'adversaire. » Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on essaye toujours de mesurer le succès au nombre de kilomètres carrés, on se trompe parce que les Russes ont décidé que non, aujourd'hui, on n'est plus dans une logique comme ça. Vous ne voulez plus négocier, donc la seule manière de combattre, c'est de vous détruire systématiquement. Et en réalité, quand on regarde les choses, on s'aperçoit que les Russes ont atteint cet objectif même à plusieurs reprises. Parce que quand on voit les objectifs de l'opération militaire spéciale, il y avait deux objectifs, la démilitarisation et la dénazification. Ces deux mots ont été repris, vous savez que Vladimir Poutine est quelqu'un qui aime bien l'histoire, sont deux mots qui ont été sortis ou repris de la déclaration de Potsdam en 1945, lorsque les Alliés ont dû décider de ce qu'ils allaient faire avec l'Allemagne, enfin l'Allemagne nazie qui allait être vaincue. Et dans cette déclaration de Potsdam, ils ont défini ce qu'on appelle les 4 D. Démilitarisation, dénazification, démocratisation et décentralisation. Les deux premiers étant démilitarisation et dénazification, et c'est ce qu'a repris textuellement Vladimir Poutine. Donc cette idée, elle a, et vous voyez que ça s'intègre parfaitement d'ailleurs dans la stratégie qui a été exprimée par le général Sourovikine, elle a deux aspects, un aspect, je dirais, politique, opérationnel, on pourrait dire, tactique opérative, qui vise à détruire le potentiel militaire. Et la dénazification, c'est la destruction de ces unités paramilitaires qui avaient été coupables d'un certain nombre d'exactions entre 2014 et 2022 dans les régions du sud du pays. Et moi-même, j'étais à Odessa en 2014, lorsque tout le sud du pays, parce qu'on parle toujours du Donbass, mais en réalité, en 2014, il y a tout le sud de l'Ukraine, de Odessa à Kharkov, qui s'est rebellé. Et quand j'étais là-bas, pour le compte de l'OTAN d'ailleurs, les forces rebelles russophones, on pourrait dire, ou ethniquement russes de l'Ukraine, avaient déclaré les forces unies de la Novorossia, de la Nouvelle-Russie. Et ça reprenait toute la partie sud du pays. Et dans cette région-là, après 2014 jusqu'en 2022, les paramilitaires
dont on cite Azov, mais en fait Azov c'est la portion congrue du problème. Il y a eu quantité d'unités paramilitaires. Si vous lisez mes ouvrages, je les décris avec beaucoup de détails et j'énumère en tout cas la plus grande partie d'entre elles, qui sont d'ailleurs certaines encore en activité. Toujours est-il que lorsque les Russes ont encerclé Mariupol, qui était le foyer où était né le mouvement Azov, les Russes ont considéré qu'ils avaient atteint l'objectif de dénazification. Et ils ont déclaré d'ailleurs le 28 mars 2022, mais je vous rappelle qu'on était à cette époque dans le processus de négociation avec Zelensky, que Zelensky venait de faire son projet d'accord. Et donc les Russes ont dit ok, on a atteint notre objectif, on a encerclé la grande partie du régiment Azov, qui depuis a été recréé, mais ça c'est une autre histoire. Et par conséquent, l'objectif de démilitarisation a été atteint. L'objectif de démilitarisation, il sera atteint un peu plus tard, en mai 2022, mais il y a un autre objectif qui a été atteint en mars 2022, à l'occasion d'ailleurs de l'accord qui a été proposé par Volodymyr Zelensky, c'est la non-participation à l'OTAN, puisque dans l'accord prévu par les Ukrainiens, il y avait, comme je l'ai dit tout à l'heure, pas de participation à l'OTAN. Et puis, il y a un autre objectif qui explique d'ailleurs la raison pour laquelle les Russes aujourd'hui ont déclaré qu'ils voulaient conserver la souveraineté sur les 4 oblasts de Kherson, Zaporozhye, Donetsk et Lugansk. Et la raison justifiée pour ça, ce n'est pas pour gagner du territoire, même si manifestement ça les arrange, mais ce n'est pas l'explication. L'explication, c'est que de nouveau, il y a des choses qu'on ne vous dit pas dans les médias, mais le 1er juillet 2021, les Ukrainiens ont adopté la loi sur les populations indigènes en Ukraine. Et dans cette loi, il est indiqué que la population russe vivant en Ukraine n'est pas une population indigène et n'a donc pas droit à tous les mêmes droits constitutionnels que les autres habitants de l'Ukraine. Certains ont comparé cette loi du 1er juillet 2021 aux lois de Nuremberg de 1935, qui faisaient une distinction entre les citoyens allemands et les citoyens juifs, par exemple. Alors, le texte n'est pas exactement semblable, il faut rendre à César ce qui est à César. Néanmoins, l'idée est la même, c'est-à-dire que vous obtenez des droits différents dans un État, non pas en fonction de ce que vous faites, mais en fonction de ce que vous êtes. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamentalement d'ailleurs contre le droit international, d'une part, et c'est à cette occasion, d'ailleurs, ou après cette loi, que Vladimir Poutine a écrit un article assez long, qui est souvent cité d'ailleurs, parce que c'est un article qui a été écrit donc, le 12 juillet 2021, où il explique qu'il n'y a aucune raison de faire la distinction ethnique entre Russes et Ukrainiens, parce qu'en réalité, il y a des origines communes, etc. Alors tout le monde a interprété ça comme étant le fait que Poutine déclare que l'Ukraine fait partie de la Russie. Enfin bref, on a tourné le propos de manière à donner à Vladimir Poutine, lui attribuer l'idée que l'Ukraine faisait partie de la Russie. Mais quand on lit l'article, et je l'ai lu intégralement, vous pouvez d'ailleurs trouver cet article, il est sur le site du président Poutine. Quand vous lisez cet article, vous verrez que ce n'est pas du tout le cas, et l'article se réfère explicitement à cette loi du 1er juillet. Mais cette loi du 1er juillet, elle a la particularité, si d'aventure aujourd'hui les populations russes d'Ukraine étaient rendues à l'autorité de Kiev, eh bien elles auraient des droits différents. Et c'est la justification pour garder ces 4 oblasts sous autorité russe. Donc on a ici si vous voulez, des objectifs, parce qu'on a souvent dit et on s'est moqué souvent de la Russie quand ils voient le problème existentiel de la question de cette opération ou de l'opération spéciale. Or, pour les Russes, vu les Russes, il y a un côté existentiel à 2 niveaux. Évidemment, du côté, j'ai déjà expliqué ici, mais on pourra y revenir si vous avez des questions là-dessus, la raison pour laquelle les Ukrainiens ont attaqué ou ont commencé à attaquer le Donbass le 16 février 2022,
était pour provoquer une guerre avec la Russie, qui devait provoquer la défaite de la Russie et qui devait ouvrir la porte de l'Ukraine à l'OTAN. Donc ça n'est pas l'OTAN qui est la raison fondamentale, mais c'est le fait que l'Ukraine entre dans l'OTAN. Un peu d'une nuance, mais d'important de la comprendre. On en arrive à l'estimation des morts, puisqu'on parle donc j'ai dit que l'objectif des Russes était cette démilitarisation. Alors du coup, on a des morts évidemment de part et d'autre. Et évidemment, dans nos médias, on nous dit que les morts... J'ai déjà présenté, je crois, ce graphique dans une conférence précédente, mais j'y reviens parce qu'on a des nouveaux chiffres qui sont intéressants. Et je vous montre ici sur ce graphique, à la fois en jaune vif, pardon, les chiffres qui sont donnés par un site, qui est d'ailleurs un site d'opposition russe, qui est financé par M. Khodorkovsky, et la BBC de Londres, c'est Mediazona, et qui donne une estimation du nombre de morts régulièrement, basée sur les informations qu'il glane sur les réseaux sociaux. C'est une méthode qui, j'y reviendrai de toute façon, mais c'est une méthode qui n'est pas 100% fiable, mais au moins c'est une méthode. Ce n'est pas le doigt mouillé comme font nos médias qui, littéralement, et c'est intéressant de le voir, multiplient par 10 le nombre, quand ils rapportent le nombre de morts russes, c'est chaque fois pratiquement la multiplication par 10 des nombres qui sont donnés par Mediazona. Et j'avais évoqué l'hypothèse que probablement, en réalité, ce que font nos médias, ou ce que fait les chiffres qui sont donnés par les médias ne sont pas inventés par les médias, ils viennent directement du bureau de M. Zelensky. Et je pense que M. Zelensky, lui, projette le nombre de morts ukrainiens et il les attribue en fait à la Russie. Et ça se vérifie d'ailleurs, parce qu'on vous dit par exemple la Russie a perdu 1 million d'hommes, c'était un chiffre de mai de cette année. Mais en réalité, quand on voit les chiffres de Mediazona, alors ça c'est des chiffres qu'ils ont donnés, ils donnent deux chiffres. Le chiffre de 130 000, qui est une estimation basée sur les réseaux sociaux. Mon analyse de ça, c'est que c'est un chiffre qui, à mon avis, est surévalué, mais on va le garder comme ça, on ne va pas le discuter comme ça. Et puis il y a un deuxième chiffre, 219 000, qui est un chiffre qui est basé sur des algorithmes. Donc c'est une évaluation mathématique d'après la configuration du terrain et la configuration des combats. Donc il n'a aucun lien avec la réalité physique du terrain. Quand on regarde ce qui se passe du côté ukrainien, alors on s'aperçoit qu'on a des chiffres très différents. Ici, vous avez un site ukrainien qui donne régulièrement le nombre de morts. Alors, excusez-moi, ici, c'est pas... J'avais la traduction en français, mais elle est pas très bonne, d'une part, et puis les caractères ne sont presque illisibles. Toujours est-il que ce site, qui calcule les morts, alors aussi avec des modèles mathématiques, arrive à un total de 784 000 morts pour les Ukrainiens. Mais ça, c'est le modèle mathématique. En réalité, il semble qu'on soit sur des chiffres un peu différents quand même, qui confirmeraient l'idée, d'ailleurs que j'ai évoquée tout à l'heure, que les Ukrainiens projettent le nombre de morts, leur propre nombre de morts, sur la Russie. Et ici, vous avez deux chiffres ou deux séries de chiffres qui sont comparés. En jaune, ici orangé, vous avez des chiffres qui ont été obtenus par des hackers russes qui seraient arrivés à pénétrer dans les bases de données ukrainiennes sur leur nombre de morts. Et le nombre de morts qu'ils trouvent arrive en fait à 1 700 000 morts pour les Ukrainiens. Ce qui est assez élevé, alors certains disent que c'est la réalité, je ne sais pas ce qui est réel. Les chiffres donnés du nombre de morts ukrainiens et qui sont donnés régulièrement par le ministère de la Défense russe sont un peu plus bas que ce que donnent les hackers ou ce qu'ont trouvé les hackers sur le site de l'état-major général ukrainien. Et les chiffres donnés par l'état-major russe sont de 1 300 000. Donc probablement que le nombre d'Ukrainiens morts se trouve entre 800 000 et 1,5 million, grosso modo. Et ça vous montre que dans tous les cas, on est dans une disparité qui est certainement en défaveur de l'Ukraine. Alors évidemment, on cite aussi, je l'ai cité un peu ici par
Oh, je l'avais en français, mais bon, c'est la version anglaise qui est arrivée ici, désolé. C'est les échanges qu'il y a des corps des militaires, des corps des militaires tombés, donc morts, ukrainiens et russes. En bleu, c'est le nombre de morts ukrainiens qui ont été remis par la Russie à l'Ukraine, et en rouge, vous avez le nombre de morts russes remis par l'Ukraine à la Russie. Alors, les chiffres, il faut les prendre avec... c'est des chiffres réels, donc les chiffres ne sont pas contestables en tant que tels, mais leur interprétation doit être nuancée parce que, évidemment, on pourrait dire que comme les Russes avancent, eh bien, ils peuvent ramasser les cadavres ukrainiens qu'il y a sur le territoire qu'ils ont conquis. Et par conséquent, il est logique qu'ils puissent en donner plus que les Ukrainiens. Mais évidemment, cette logique montrerait que les Russes ont avancé systématiquement. Et on voit que ça n'a pas toujours été le cas. On le voit ici en 2023. Il y a eu des domaines où on pourrait trouver cette explication, mais dans bien d'autres cas, l'idée des avances de territoire n'explique pas cette disparité considérable. Il y a effectivement un nombre de morts ukrainiens beaucoup plus élevé que le nombre des morts russes. Et en plus de ça, viennent s'ajouter évidemment les déserteurs. Ici, vous avez les déserteurs, ce sont des chiffres ukrainiens d'ailleurs. Entre janvier de cette année et juillet, je n'ai pas eu les chiffres plus récents, mais ça vous montre qu'il y a entre 15 et 20 000, grosso modo, déserteurs ukrainiens par mois dans les rangs ukrainiens. Beaucoup de ces gens sont peut-être des disparus, je ne sais pas. Toujours est-il que ça ajoute j'allais dire au manque de ce qu'il y a, parce que quand vous voyez déjà rien que ça là, si vous prenez à peu près 15 000 disparus ou déserteurs par mois en moyenne, eh bien vous avez déjà là pratiquement 100 000 personnes qui manquent à l'appel pour les Ukrainiens. Alors ça, c'est un peu le contexte général de ce conflit. Et là-dessus, on a essayé d'appliquer, depuis que Trump est arrivé, qu'il essaye de se retirer de ce conflit. Comme je l'ai dit d'ailleurs depuis le début, Trump n'est pas un pacifiste, Trump n'est pas quelqu'un qui cherche à faire la paix, il cherche simplement à s'extraire de ce conflit dont les Américains ont dit d'ailleurs depuis très longtemps. C'est pas nouveau, hein. L'état-major américain, le Pentagone, avait conseillé aux Ukrainiens déjà dès 2023 d'entamer des négociations avec la Russie, parce qu'ils ont vu que les Ukrainiens étaient en train de perdre littéralement. Alors, les Américains le savent, et par conséquent, il n'est pas très surprenant qu'arrivé au pouvoir, Donald Trump lance ou essaye d'avoir une initiative pour avoir la paix, ou disons, il voulait se retirer dignement de ce conflit et pas le faire comme Joe Biden avait fait en 2021 en Afghanistan, où il avait tout simplement tout lâché et puis les Américains s'étaient enfuis comme ça dans un chaos total. Donc l'idée, ce serait de se retirer en ayant quand même, en retirant un petit peu une certaine... se retirer dignement, on pourrait dire comme ça. Et donc c'est l'idée des Américains ou de Donald Trump d'associer ce retrait à une négociation de paix. Alors du côté américain, on a eu ce plan Kellogg, du nom du général Keith Kellogg, qui est le délégué américain pour l'Ukraine, et qui est venu avec cette idée-là, c'est-à-dire, grosso modo, une présence étrangère qui aurait assuré une sorte de garantie de sécurité, si vous voulez, a posteriori, dans la partie ouest du pays, l'Ukraine qui resterait sur la partie orientale du pays, et puis la Crimée, plus les 4 oblasts que j'ai évoqués tout à l'heure, qui resteraient en main russe, la ligne de démarcation, si on peut dire ça comme ça, étant la ligne de front. Il y a beaucoup de gens qui ont critiqué ce plan, et on va voir qu'il est très critiquable. Mais il a un mérite particulier, c'est que pour la première fois, les Américains acceptent l'idée que des territoires ukrainiens restent en main russe. Et ça, c'est un élément
important, même s'il y a eu des variations dans l'interprétation de rester dans les mains russes. Certains ont dit pour 10 ans, ou pour une durée limitée. Enfin, il y a eu différentes variantes de ce plan, mais l'idée que les Russes ne se retirent pas complètement, alors que Zelensky, ce qu'on peut concevoir, veuille que les Russes se retirent complètement. Évidemment, Zelensky voudrait ça, mais manifestement, ça ne correspond pas à la réalité. Donc, ce plan Kellogg, il a un certain mérite. Et quand on regarde ici, c'est une enquête de l'Institut de sociologie internationale de sociologie de Kiev, en juin 2025, qui a testé, si vous voulez, l'acceptation de la population ukrainienne à céder des territoires. Et on voit, il y a quand même des choses intéressantes. On voit évidemment que dans la partie orientale du pays, eh bien, on a une assez forte proportion de gens qui seraient disposés à céder des territoires à la Russie. Les zones en rouge n'ont évidemment pas été testées par l'Institut de sociologie. Mais on voit une chose intéressante également, c'est que la partie qui est partie totalement occidentale, qui est la plus nationaliste, auquel on attribue d'ailleurs le plus de présence d'extrême droite, etc., on voit qu'elle n'est pas opposée, elle est moins opposée que ce qu'on pourrait imaginer à céder des territoires aux Russes. Et ça s'explique en grande partie par le fait que ce sont précisément des gens d'extrême droite. Et dans un de mes livres, j'avais expliqué que durant Maïdan, on avait eu des manifestants qui avaient dit qu'ils voulaient chasser les Russes de l'Ukraine parce qu'ils voulaient une Ukraine pure. Et on retrouve cette idée d'ailleurs de ces lois du 1er juillet 2021 qui veulent faire une distinction entre les Ukrainiens d'une part et les Russes d'autre part qui sont considérés comme impurs. Et ça me semble être une des constatations importantes. Ici, on voit que aussi dans la région de Odessa, Nikolaïev, Dnipropetrovsk, on a aussi une forte proportion des gens qui sont opposés à donner des territoires, à céder des territoires aux Russes. Je pense que ici c'est le poids de la région de Dnipropetrovsk qui est important, parce que c'est une des régions qui est peut-être une des moins russophiles de toute cette région ici orangée. Enfin, vous remarquez dans l'ensemble qu'il y a une forte proportion de la population, grosso modo un peu moins de 50% si on fait la moyenne, de la population ukrainienne qui est finalement ouverte à l'idée de céder des territoires aux Russes. Et par conséquent, l'idée qu'on trouve dans le plan Kellogg n'est pas inintéressante de ce point de vue-là. En tout cas, ça ouvre la porte à des compromis possibles. Mais il y a un hic. Le 14 juin 2024, Vladimir Poutine a donné les conditions pour qu'il y ait l'ouverture d'une négociation avec l'Ukraine. Et ces conditions, c'est deux conditions qu'il y a. La première, c'est que les 4 régions que j'ai évoquées tout à l'heure, Kherson, Zaporozhye, Donetsk et Lugansk, soient libérées de toute présence, de toute l'autorité ukrainienne. Donc il peut y avoir la population qui reste, bien sûr, mais il ne doit plus y avoir de troupes et ça doit être sous souveraineté russe, pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure. Et la deuxième raison, c'est que l'Ukraine abandonne l'idée d'appartenir à l'OTAN. C'est les deux conditions, non pas pour avoir la paix, mais pour ouvrir un dialogue de paix. Et ça, c'est important de le dire. Et c'est un peu la faiblesse des plans américains jusqu'à maintenant. Les Américains ont fait leurs plans sans du tout tenir compte de ces exigences initiales russes. Et c'est la raison pour laquelle on a vu, d'ailleurs le processus d'Istanbul, qui a commencé le 1er juin de cette année, a finalement échoué parce que personne n'a voulu finalement se plier ou essayer d'écouter même ce que les Russes voulaient. On a essayé d'imposer une solution de l'extérieur. Donald Trump semble avoir compris ça, enfin, en tout cas une partie du problème. Et ça s'est confirmé d'ailleurs durant le rencontre entre Vladimir Poutine et lui-même en Alaska, où il n'y a pas eu de négociation. Et ça, c'est important de le dire, parce qu'on a toujours dit les Américains essayent de négocier par-dessus la tête des Ukrainiens, etc. Il n'y a pas eu de négociation. Il n'y a eu aucune négociation.
Jusqu'à maintenant, il n'y a eu en réalité aucune négociation de paix, à part le processus qui a été engagé à Istanbul au début juin, comme je l'ai dit tout à l'heure. La raison pour laquelle il y a eu la rencontre entre Poutine et Trump en Alaska, c'était pour que Vladimir Poutine explique de vive voix, entre quatre yeux, la position de la Russie quant à une négociation possible. C'est tout. Et c'est d'ailleurs exactement ce qu'on a vu dans la réunion qui s'est passée quelques jours plus tard à Washington, qui devait être uniquement entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, mais auquel se sont invités des pays de la coalition des volontaires, Emmanuel Macron, Keir Starmer et autres, qui se sont invités. Et quand vous regardez d'ailleurs les photos de l'arrivée des différentes délégations, vous remarquez que Zelensky a été accueilli par Donald Trump, tous les autres ont été accueillis par la chef du protocole de la Maison-Blanche, mais pas par Donald Trump. Parce qu'ils se sont invités, ils n'étaient pas invités. Et c'est la raison aussi pour laquelle on les voit tous assis en randonnion comme ça devant le bureau de Donald Trump. Beaucoup se sont moqués de ça. La raison en est très simple, c'est qu'en réalité, les Européens, il y avait une réunion qui était prévue tout à fait normalement entre Zelensky et Trump, qui devait éclaircir, qui devait être le contrepoids de la visite qu'il avait eue, ou de la rencontre qu'il avait eue avec Poutine en Alaska, c'est-à-dire d'exposer la position ukrainienne. Et les pays européens ont en réalité mis le pied dans la porte et se sont invités, sans être invités, enfin ils se sont invités eux-mêmes. Et c'est la raison pour laquelle ils ont été traités comme tels à Maison-Blanche, parce qu'en fait ils ont rompu toutes les règles du protocole. Et durant cette séance, il était très intéressant de constater, dans les différents échanges qui ont eu lieu, que Donald Trump a compris qu'il fallait tenir compte de la position russe. Et que par conséquent, l'idée européenne qu'il fallait un cessez-le-feu, parce que ça c'est l'idée que propagent les Européens, évidemment Zelensky aussi, c'est de faire un cessez-le-feu, et voilà, on fait un cessez-le-feu. Mais il n'y a pas de suivi à ce cessez-le-feu. L'idée étant que durant ce cessez-le-feu, on peut remettre à flot l'armée ukrainienne, la réarmer, etc. Et ça, les Russes évidemment n'en veulent pas. Ils sont d'accord d'un cessez-le-feu, et c'est ce qu'avait dit d'ailleurs Vladimir Poutine le 14 juin 2024. Il avait dit d'abord les conditions pour qu'il y ait des négociations, les deux conditions que j'ai évoquées tout à l'heure, et ensuite, dès que ces conditions sont acceptées, on entame un processus de négociation et immédiatement on fait un cessez-le-feu. Mais c'est un cessez-le-feu qui s'intègre dans un processus de négociation. Ce n'est pas un cessez-le-feu simplement pour le plaisir d'avoir un cessez-le-feu. Et c'est ça que Donald Trump, je pense, a commencé à comprendre. Mais le problème est qu'il s'est trouvé face à des Européens qui, eux, ne veulent pas d'un processus de paix. Et c'est là qu'est le hic, et c'est la raison pour laquelle on a un blocage aujourd'hui. Et les Européens essayent aujourd'hui d'avoir un processus dans lequel on aurait évidemment des garanties de sécurité, mais un processus dans lequel le front serait figé là où il est actuellement. C'est-à-dire qu'on aurait évidemment les Russes ici qui sont dans les positions qu'ils occupent. On aurait ensuite, ce qu'on a d'ailleurs longuement évoqué dans la presse, et qu'on continue à évoquer, un rideau de drones qui créerait une sorte de passage infranchissable pour l'infanterie, les blindés russes, etc. Et puis derrière, une zone d'environ 80, entre 60 et 150 km, qui seraient des zones où l'adversaire serait détruit. Et puis, dans l'arrière-pays, on aurait des forces européennes, on en reparlera tout de suite. Et alors, l'idée, c'est qu'on sait qu'on ne peut pas avoir de victoire contre la Russie, mais on neutralise la Russie avec ce plan, et c'est cette idée de neutralisation stratégique, qui a été d'ailleurs, c'est le terme qui est utilisé par les Ukrainiens, et qui conduirait à ce qu'ils appellent eux-mêmes une défaite fonctionnelle de la Russie, c'est-à-dire une défaite ce n'est pas une vraie défaite, mais c'est une défaite, une situation dans laquelle les Russes ne peuvent plus évoluer. Le problème étant que
les drones, alors on a beaucoup parlé des drones à gauche et à droite, etc. Mais d'abord, les drones, je crois que les premiers drones datent de 1914. J'ai vu d'ailleurs tout récemment un brevet pour des drones navals qui datent de 1919. Donc on n'est pas sur des choses très nouvelles. Et les techniques qui sont utilisées par l'Ukraine sont en fait les techniques, ils ont repris les techniques de l'État islamique en Syrie. Donc il n'y a vraiment rien de nouveau là-dessus. On prend des drones civils, on y attache une grenade et puis on s'arrange pour qu'elle tombe au bon endroit. Donc vraiment rien de nouveau là-dessus. Le problème est que naturellement, les Ukrainiens ont été, si vous voulez, été les premiers à utiliser ça en abondance sur le champ de bataille, à en faire vraiment une arme qui est prégnante sur l'ensemble du champ de bataille. Mais, il y a un mais, parce qu'à force d'utiliser des drones qu'ils récupèrent à gauche, à droite, civils, militaires et autres, eh bien, ils ont une palette d'engins dont ils ne savent plus maîtriser à la fois toute la technologie, la coordination, les interactions, etc. Et quand on regarde les Russes ont un peu le même problème, mais ils l'ont solutionné différemment. Les Russes ont créé ce groupe qui s'appelle Rubicon, qui coordonne tout ce qui est drone en Ukraine. Et là, vous avez le nombre, alors on ne va pas regarder chaque type de drone, mais le nombre de couleurs vous montre le nombre de drones qui ont été endommagés ou détruits par le groupe Rubicon, ou par les Russes, si vous voulez, en Ukraine. Et par ailleurs, vous avez ici le nombre, vous voyez le nombre de couleurs, le nombre de drones, de types de drones qui sont utilisés par les Russes en Ukraine. Et vous apercevez que les Russes ont très bien compris qu'avoir un très grand nombre de drones avec des caractéristiques, des performances, des pièces de rechange totalement différentes devenait plus un problème qu'une solution. Et du côté russe, on a un nombre qui est considérablement plus réduit, pas un nombre de drones réduit, mais un nombre de types de drones qui est beaucoup plus réduit, ce qui permet une meilleure gestion du champ de bataille et de leur engagement, alors que du côté ukrainien, on a finalement, les Ukrainiens n'arrivent plus à gérer le nombre de types de drones, tout simplement, ils n'arrivent pas tous à les coordonner. Et c'est pour ça que les Européens qui sont venus avec l'idée de faire des rideaux de drones, puisque maintenant c'est l'Union européenne qui veut financer ce fameux rideau de drones qui serait un des éléments des garanties de sécurité de l'Ukraine, eh bien, en réalité, on ajoute à la complexité de la situation pour les Ukrainiens. Et c'est un problème, ici on le voit pour les drones, mais c'est un problème qu'on a depuis 2022. Tous les appareils qui ont été fournis, les équipements qui ont été fournis à l'Ukraine depuis mai 2022, sont des équipements qui sont totalement disparates. Et quand vous avez des chars de modèles différents, bien vous avez des chaînes logistiques différentes. C'est-à-dire que vous multipliez la complexité de gérer tous ces équipements sur le champ de bataille, parce que vous devez multiplier d'abord la formation des mécaniciens, vous devez avoir des mécaniciens différents, etc., etc., sans parler de l'acheminement des pièces de rechange qui est chaque fois différent. Et vous multipliez ça pour les types de missiles, les mitrailleuses, les chars, les moteurs de chars, les munitions de chars, etc., etc. En gros, l'aide occidentale à l'Ukraine n'a pas été aussi efficace qu'on aurait pu le penser au premier abord, tout simplement parce qu'on a compliqué singulièrement la vie, ou plutôt la gestion du champ de bataille aux Ukrainiens. Et puis il y a un autre problème qui vient, parce que quand on parle des forces occidentales, ça c'est un document qui a été hacké, entre guillemets, par les Russes, et qui montre, c'est un document français d'ailleurs, qui montre le déploiement possible des forces de réassurance ou de garantie de sécurité européenne en Ukraine. Alors, on ne va pas détailler cette carte, elle est simplement ici pro memoria, si vous voulez, mais le point important de cette histoire, c'est que, comme l'a dit le Premier ministre polonais Sikorski à la mi-septembre, il a dit le problème des garanties de sécurité, c'est que personne ne veut aller se battre en Ukraine en réalité. Alors, il y a des plans français, mais en réalité, aucun pays n'est prêt à envoyer des troupes parce que tout le monde sait pertinemment que, d'abord, les Européens ne sont pas en mesure d'envoyer des troupes qui soient en mesure de s'opposer à la puissance russe, d'une part, et puis, d'autre part,
les Russes sont beaucoup plus aguerris que les Européens qui pourraient venir, et naturellement que si les Européens sont là, ce serait probablement plus un problème qu'une solution pour les Européens en tout cas. Par conséquent, personne ne veut y aller. Donc on est dans une situation où les Européens refusent un plan de paix, proposent des garanties de sécurité qu'ils ne sont pas capables d'assurer, tant en nombre que même probablement politiquement. On est dans la politique, dans des postures déclaratoires, mais pas dans des postures où on est capable de faire quelque chose. Et par conséquent, on est un petit peu dans ce qu'exprimait Irina en introduction, on est un petit peu dans une zone où on ne sait pas où aller. Et que, ne sachant pas où aller, pendant qu'on ne sait pas où aller, les Russes, eux, savent qu'ils détruisent petit à petit les forces ukrainiennes et qu'on arrivera vers une situation où on a une victoire définitive ou décisive. Et les Américains là-dedans, et eux, ils ont compris ça. Et c'est la raison pour laquelle les Américains veulent se retirer. Alors, ils veulent se retirer, évidemment, c'est ce qu'a d'ailleurs précisé Marco Rubio lors de son allocution lors de l'Assemblée générale des Nations Unies, lors de la réunion du Conseil de sécurité, où il a dit nous, on propose maintenant que nous, on va se retirer de ce conflit. Donald Trump, lui, il a compris que s'il arrivait à tirer les barons du feu à son avantage, il pourra retirer ça. D'ailleurs, c'est le site de la Maison-Blanche. Hein. Donc, lui, il se voit déjà prix Nobel de la paix. D'ailleurs, il est convaincu d'avoir déjà réalisé plusieurs accords de paix. Mais... Et comme le disent certains médias américains, en fait, les Américains, Donald Trump, a décidé de se retirer et de camoufler ça en initiative de paix. Mais ça n'est pas du tout l'objectif des Américains. L'objectif des Américains, c'est, comme Trump l'a toujours dit, c'est de recréer le tissu industriel américain, de remonter les États-Unis, qui d'ailleurs en ont bien besoin, et que pour faire ça, son premier adversaire, c'est la Chine. Et que les théâtres d'opération annexes, où on dépense de l'argent sans rien retirer, eh bien, il faut les abandonner. C'est un calcul économique, si j'ose dire, de la guerre. Trump avait déjà dit avant, n'est-ce pas? D'ailleurs, les attentes de la population américaine, c'est pas que les États-Unis fassent la paix en Ukraine. C'est que les Américains se retirent d'Ukraine. C'est ça, les attentes. Et ça, c'est intéressant. En février de cette année, Pete Hegseth, donc aujourd'hui ministre de la guerre, ou secrétaire de la guerre américain, puisque le département de la défense américain a changé de nom, il est devenu département de la guerre aujourd'hui. Donc officiellement, Pete Hegseth est le secrétaire à la guerre aux États-Unis, et il avait déjà déclaré en février, préparez-vous à ce qu'on partage les tâches, nous on prend la Chine, vous prenez l'Europe. Il a dit ça aux Européens, et il avait mis ça sous le signe d'un partage des tâches en réalité. Hein. Donc c'est extrêmement simple, c'est déjà en février, tout ça avait déjà été dit, donc on a des surprises aujourd'hui qui sont, et Donald Trump évidemment l'avait déjà dit en 2023, l'idée c'est on ne va plus dépenser de l'argent là-dessus. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est confirmé par, enfin c'est pas confirmé par, mais c'est illustré par le fait que la population, ce qu'on appelle le public MAGA, Make America Great Again aux États-Unis, qui est le public de Donald Trump, ne s'attend pas à ce qu'il y ait la paix. Ils s'attendent à ce que les Américains soient hors du conflit. Terminé. Et c'est effectivement 62% des Américains veulent que les Américains ne soient plus dans le conflit. Point final. Et c'est ce que, au mois d'août, Donald Trump a dit, c'est qu'il a commencé à faire peur aux Européens qui n'avaient pas vraiment écouté ce que Pete Hegseth avait dit en février. Et en août, le président Trump a dit on arrête de financer le conflit en Ukraine. Et
Il a même précisé qu'en réalité, au lieu de voir la guerre en Ukraine comme étant une charge financière, il a transformé ça en source de revenus en disant on ne veut pas totalement abandonner l'Ukraine, si vous voulez reprenez le travail en Ukraine, faites-le, il dit ça aux Européens, et puis si vous avez besoin d'armes, ben on vous les vend. Voilà. Donc c'est une manière élégante de transformer une charge financière en un revenu financier. Donc on est là exactement dans le business. Et les choses se sont quand même un peu impliquées parce que en septembre de cette année, les États-Unis ont dit qu'ils cessaient de financer la Baltic Security Initiative. Donc c'est une initiative qui était destinée à augmenter les capacités militaires des pays baltes et accessoirement un peu de la Pologne, mais je crois que Baltic Security Initiative, c'était surtout les pays baltes, bien sûr, mais les Américains finançaient également la Pologne. Ils ont décidé maintenant de ne plus financer leurs efforts de guerre. Et c'est là qu'il faut voir le problème des drones d'aujourd'hui. Parce que, et comme d'ailleurs le dit Kaja Kallas dans une allocution, les Européens ne sont pas capables de soutenir l'Ukraine dans un conflit contre la Russie. Et on est obligé d'avoir les Américains. Mais les Américains ont dit non. Donc on se trouve dans une situation où les Américains, eux, veulent se désintéresser. Et d'ailleurs, on observe, et c'est intéressant parce que le Financial Times avait rapporté cet événement, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai parlé de estonisation de la politique européenne à l'égard de la Russie, parce que c'est effectivement le terme qui est utilisé, pas seulement par Gideon Hachman du Financial Times, mais également par les instances américaines, de l'administration américaine, qui aujourd'hui commencent à être agacées par la position des Européens qui sont toujours plus pour la guerre sans apporter de solution. Donc les Européens, ils veulent que les Américains fassent la guerre pour eux, mais eux-mêmes ne sont pas ni en mesure, ni ont la volonté d'amener des éléments pour traiter le problème. Et c'est la situation dans laquelle on est maintenant. Et donc, aujourd'hui, c'est ce qu'a dit Donald Trump et ce qui a fait un peu scandale, c'est que, eh bien, vogue la galère, avec le soutien de l'Union européenne, eh bien, les Ukrainiens reconquériront ce qu'ils veulent reconquérir, etc. Et donc, on est dans cette situation où on a aujourd'hui des drones qui se trouvent un peu partout, on a tout d'un coup les mains. Et c'est en fait l'effort à la fois des Ukrainiens, mais aussi des Européens, de créer une menace artificielle pour que les Américains restent sur le théâtre européen. Et c'est pour ça que tout d'un coup, vous voyez des MiG qui se perdent un peu partout. Et j'ai sorti cet article parce qu'en 2018, je me rappelle, je l'avais cité d'ailleurs dans mon ouvrage « Gouverné par les fake news », on avait déjà d'ailleurs un général de l'OTAN, en l'occurrence il s'agissait de Piotr Pavel, qui aujourd'hui est président d'ailleurs de la République tchèque, mais qui autrefois était général à l'OTAN, j'ai connu d'ailleurs lorsqu'il était à l'OTAN, qui avait dit qu'en réalité, la plupart des incidents qu'il y avait entre avions russes et dans l'espace aérien de la région baltique étaient en réalité des erreurs inadvertantes, des problèmes de GPS, des mauvaises calibrations d'appareils de navigation, etc. Des erreurs d'ailleurs des deux parties, et c'est ce qu'il avait dit. Donc, et on a exactement la même situation aujourd'hui. Je n'ai pas voulu traiter cette question des drones spécifiquement, mais si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre à toutes les questions. Mais on est dans quelque chose qui a pour but, non pas nécessairement de provoquer la Russie ou je ne sais pas quoi, l'idée c'est de créer une situation de tension qui fasse renoncer les Américains à quitter le théâtre européen. Et les Américains, depuis très longtemps d'ailleurs, voulaient quitter le théâtre. Ce n'est pas nouveau quand on a parlé des 5% lors du dernier sommet de l'OTAN, 5% du produit intérieur brut, j'y arriverai, pour les dépenses militaires. On a
évidemment, c'est une discussion qui est apparue un peu, qui a refait surface avec Donald Trump, mais en réalité, déjà dans les années 70, je me rappelle très bien, on parlait déjà de ce qu'on appelait à l'époque le burden sharing. Les Américains étaient agacés de dépenser plus que les Européens pour la défense européenne. Alors, ils avaient un avantage à y être, parce que ça leur permettait quand même d'avoir un certain contrôle de la situation en Europe. Néanmoins, les Américains n'étaient pas plus que ça avides de dépenser de l'argent pour la défense des Européens. Ils auraient préféré que les Européens fassent plus. Et c'est finalement, plusieurs présidents américains d'ailleurs ont incité les Européens à dépenser plus, c'est Donald Trump qui leur a mis le couteau sous la gorge en quelque sorte. Mais tout ça procède de la même idée, c'est que les Européens veulent consacrer leurs efforts à la Chine et à la reconstruction de leur propre économie et d'arrêter de subventionner une défense européenne dont ils ne voient pas très bien aujourd'hui les tenants et les aboutissants, d'autant plus qu'on a cette hystérisation, estonisation, comme disent les Américains, de la politique américaine. Donc voilà un petit peu où on en est aujourd'hui. J'ai été très long parce qu'il faut expliquer beaucoup de choses et je m'en excuse. Et si vous avez des questions, je risque d'être assez long pour répondre aussi parce qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas évoquées ici mais qui méritent beaucoup plus d'attention parce que les médias qui exposent la situation nous donnent généralement qu'une partie de la réalité. Et on a finalement une vision très abrégée de la situation qui y a actuellement et des enjeux qu'il y a en Ukraine. Et évidemment, ceux qui me suivent, je sais qu'il y en a beaucoup qui me suivent sur la chaîne Espoir et Dignité tous les lundis, je leur recommande de voir ça parce que je me concentre des fois sur certains aspects et je peux développer de manière un peu plus détaillée des aspects comme les aspects des drones, etc., que j'ai traités ces derniers temps. Et qui permet d'aller plus sur des points de détail. Mais je suis prêt à répondre à des questions là-dessus. Donc voilà un petit peu où on en est. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est notre incapacité à... Vous savez, j'ai dit, moi-même, j'ai été impliqué dans plusieurs travaux de médiation entre factions combattantes, pas de la médiation économique ou des choses comme ça, ou faciliter des échanges commerciaux. On est dans des situations où, à tort ou à raison, les uns et les autres sont prêts à mettre des vies en jeu pour défendre leur point de vue. Et quand on est dans ces situations et qu'on doit faire la médiation entre deux factions, on ne peut pas d'abord prendre parti pour l'un ou l'autre, parce qu'à ce moment-là, on est discrédité complètement, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que pour trouver, comme je l'ai expliqué en introduction, pour trouver les points qui pourraient rapprocher les deux points de vue, on est obligé de comprendre exactement ce que veulent les uns et les autres. Or, aujourd'hui, ce qu'on voit dans la question de la résolution du conflit ukrainien, c'est les Américains, d'une part, même s'ils ont fait des efforts, mais à mon avis très insuffisants, mais en tout cas du côté européen, aucune volonté, quelle qu'elle soit, d'essayer de comprendre ce que veut la partie adverse. Alors, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est une position que j'arrive à concevoir de la part des Ukrainiens, parce qu'ils sont dans un conflit, et on est intransigeant parce qu'on se bat et qu'il y a des enjeux comme ça. Je peux concevoir ça, je le conçois aussi d'ailleurs de l'autre côté, des Russes aussi. Mais de la part des Européens, je ne le conçois pas. Parce que là, les Européens, qui ne sont pas directement impliqués là-dedans, devraient avoir le courage et l'intelligence surtout, et l'humanité aussi, de comprendre qu'il y a des enjeux qui sont aussi valables d'un côté que de l'autre. Et je vous rappelle que la raison de l'intervention russe en Ukraine, c'est la protection des populations, que si les Européens, et notamment les deux pays qui étaient garants des accords de Minsk du côté occidental, c'est-à-dire la France et l'Allemagne, avaient respecté leur mandat, eh bien, on n'aurait jamais eu cette situation qui se développe en un conflit, et les droits des populations russes du Donbass auraient été respectés. Et si l'Europe avait fait son travail à ce moment-là également, on n'aurait pas été dans une situation qui aurait
qui a inéluctablement conduit à la guerre. Donc il y a une faillite des Européens, des Occidentaux en général. Les Américains, à la limite, j'ai presque plus d'excuses pour eux, toute proportion gardée, parce que c'était leur politique. Ils voulaient détruire la Russie, alors c'est leur politique. Alors bon, c'est pas du tout je ne vais pas donner un blanc-seing pour cette politique, mais c'est leur objectif. Les Européens n'avaient aucun objectif là-dedans. Il n'y avait aucun intérêt pour les Européens à suivre les Américains. C'est pour ça que je n'arrive pas à concevoir la position européenne. J'ai presque plus de compréhension, de nouveau, toute proportion gardée, il ne faut pas dire ce que je n'ai pas dit, mais plus de compréhension pour les Américains parce qu'ils bon, sont dans la guerre. Donc ils disent, c'est comme quand ils veulent aller en Irak en 2003. Ils inventent un truc, ils inventent une situation et ils créent la situation pour faire ce qu'ils voulaient faire, c'est-à-dire abattre le régime de Saddam Hussein. De nouveau, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, j'ai aucune sympathie pour l'action elle-même. Mais j'ai presque plus de mépris pour les Européens qui ont suivi, parce qu'eux n'avaient pas du tout cet objectif. Donc tout d'un coup, ils ont épousé les objectifs américains sans avoir aucun bénéfice de leur part, de ce côté-là. Donc c'est une adhésion totalement gratuite à la position américaine. Alors que leur position naturelle aurait pu être, comme d'ailleurs l'avait fait à l'époque pour 2003 Jacques Chirac, c'est de se mettre en retrait, de dire non, nous on ne marche pas là-dedans, et d'expliquer au Conseil de sécurité, avec la fameuse envolée presque lyrique d'ailleurs de Dominique de Villepin dans le Conseil de sécurité, d'expliquer pourquoi il n'y avait aucune raison pour que les Français se joignent à cette opération, pourquoi cette opération était idiote d'ailleurs. Donc, de nouveau, j'ai presque plus, de nouveau, avec tous les caveats qu'il faut avoir, plus de compréhension pour les Américains qui ont un objectif de détruire un adversaire, même si, à mon avis, l'objectif était idiot, mais enfin bref, voilà, que pour les Européens qui se mettent dans des situations qui sont contre nature, littéralement, et qui ne sont pas capables, à un moment donné, de prendre du recul et de se dire, mais qu'est-ce qu'on cherche à faire? Quel est notre objectif? Les Américains ont des objectifs, mais les Européens n'en ont pas. Les Américains ont des objectifs, mais pas vraiment de stratégie pour les atteindre. Mais d'un autre côté, les Européens n'ont ni objectif ni stratégie. Donc on est dans une situation qui est une situation d'impasse, littéralement, et dans laquelle les Européens deviennent plus un boulet et un problème qu'une solution. Les Européens sont devenus, littéralement, d'ailleurs, dans le cas de l'Ukraine, partie du problème. Voilà, je vais terminer là-dessus en vous remerciant pour votre patience, d'une part, et en disant que je suis prêt à répondre à vos questions si vous en avez. Merci pour votre attention.